la rétrospective de la semaine. Médias et élections dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso. C'est sous ce thème que le Burkina Faso commémore la 26e journée mondiale de la liberté de la presse. Pour le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, ce thème se veut interpellateur en raison de la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Mourema Ouedraogo. Le CNPNZ veut, à travers ce choix, sensibiliser et interpréter la communauté nationale et particulièrement les professionnels des médias et les acteurs à tous les niveaux sur la sensibilité du contexte national en cette période préélectorale. Un tel contexte complexifie davantage le rôle des médias qui doivent à la fois assurer la couverture médiatique de la campagne électorale tout en évitant de faire l'apologie de la haine et de la violence dans les discours politiques. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, par ailleurs parrain de cette journée, il est nécessaire que les acteurs des médias conjuguent ensemble leurs efforts afin de mener à bien les prochaines élections. Mathias Tankwano. Nous ne devons pas mettre à mal la cohésion sociale. Les élections à venir ne doivent pas être un moment pour diviser le peuple et c'est pour ça que l'interpellation faite par le thème aux hommes et aux femmes de médias, nous devons ensemble conjuguer nos efforts pour arriver à surmonter ce moment difficile que le journaliste doit apprendre à s'auto-réguler car c'est pas toute l'information qu'on reçoit qu'on doit balancer. Cette commémoration a été également l'occasion pour lancer le prix du meilleur journaliste d'investigation et de la meilleure journaliste de l'année 2019. Avec un indice de viabilité de 2,68 sur 4 en 2018 contre 2,64 en 2017, la situation des médias au Burkina reste dans une position de stagnation selon l'étude du Centre national de presse Norbert Zongo sur la liberté de presse. Bien qu'étant au-dessus de la moyenne en 2018, les rapports déplorent toutefois sa stagnation durant ces 3 dernières années. Pour le Centre national de presse Norbert Zongo, l'environnement d'exercice de la liberté d'expression et de presse n'a pas connu d'évolution ces 3 dernières années. Une situation qui s'explique selon le rapport par l'inachèvement du processus d'application des lois en matière de presse adopté en 2015 et la persistance de la précarité des conditions de vie et de travail de la majorité des professionnels des médias. Outre ce point, le rapport relève par ailleurs un contexte économique et technologique difficile dominé par la profusion des médias sociaux qui mettent à rude épreuve la viabilité des médias et également les nombreuses condamnations pécuniaires suite à des procès intentés contre certains organes de presse. Selon la structure initiatrice du rapport, les montants des peines pécuniaires qui vont jusqu'à 7 milliards 320 millions de francs ressemblent plutôt à des formes d'intimidation de la presse. Au regard de cette situation et dans le but de préserver et de défendre les intérêts des professionnels des médias, le Centre national de presse Norbert Zongo a fait des recommandations à l'endroit des institutions et organisations qui sont parties prenantes de la promotion de la liberté de la presse. Ainsi, le rapport propose la correction des lois portant sur la diffamation, le dépôt légal et les condamnations pécuniaires, l'adoption au plus vite du décret d'application de la loi portant accès à l'information publique et aux documents administratifs et l'adoption d'un modèle économique qui permet aux médias d'avoir une gestion plus viable. Le rapport qui compte 137 pages et couvrant la période de mai 2018 à avril 2019 est également suivi d'une étude sur les conflits intercommunautaires de Tialogo, de Zouaga, d'Arbinda et de Yirougou. Le pain Faso d'Anfani portera désormais une estampille qui va permettre de le distinguer des autres. Selon le ministre en charge du commerce, cette labellisation va permettre également de valoriser le pain Faso d'Anfani et de lutter contre la contrefaçon. Aruna Kabouré. Lorsqu'on labellise, il y a un cahier de charge qui est derrière. Donc il y a des critères pour pouvoir nous bénéficier du label. Et une fois qu'on a labellisé le produit, on sait très bien comment est-ce qu'on valorise ce Made in Burkina Faso. Ça va nous permettre donc de dire ce qui est derrière, toute l'histoire qui est derrière. Le deuxième élément, ça permet de lutter contre la contrefaçon. Il y a un comité qui va donner ce label, vous allez pouvoir griffer là-dessus. Tout de suite, on connaît livret de l'original. C'est une satisfaction pour les associations et mouvements des tisseuses qui voient en plus l'avènement d'un Faso d'Anfani de qualité sur le marché national et international. Justine Kafando, président de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina. Ça va marquer aussi la qualité parce que souvent quand on sort à l'étranger pour vendre, on va pas un Faso d'Anfani. Les gens achètent, ils partent laver, ça déteint. On dit que c'est Burkina Faso. Nous on dit non.
faut pas mettre tout sur le dos du Burkina Faso. Maintenant, c'est clair. S'il y a la qualité et tout le monde est convaincu qu'il y a les cahiers de charges qu'il faut respecter, je pense que tous ceux qui hésitaient encore pour porter le Faso d'Anfani vont tous s'y mettre et tous les Burkinabés seront fiers du pain Faso d'Anfani. Dans le but d'accroître la production de ce pain, le ministère en charge du commerce a remis 150 machines à tisser à des associations et mouvements de tisseuses. Le responsable du ministère, Aruna Kabore, a par ailleurs signifié que 3 autres produits locaux, à savoir le chapeau de saponné, la peau de cuir de kaya et le beurre de karité seront également labellisés. La rétrospective de la semaine. Au cours de cette marche en direction du ministère de la Justice, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a estimé que cette année, la justice pénale a été inexistante. Il a par ailleurs indiqué que la situation était déjà inquiétante à la rentrée judiciaire en octobre 2018, mais s'est aggravée ces dernières semaines. Maître Paulin Salambéré. L'impossibilité matérielle pour les détenus de bénéficier des visites de leurs parents, de leurs proches, de leurs conseils, et inversement l'impossibilité pour les parents, amis et les conseils de rendre visite aux détenus. En somme, il y a à ce jour 808 prévenus détenus qui attendent d'être jugés, 1640 inculpés détenus et dont les dossiers sont dans des cabinets en instruction et 3641 condamnés, emprisonnés, dont l'application des peines est sans doute entravée par ce dysfonctionnement. Face à cette situation, le barreau dénonce et en appelle l'État à résoudre la question. Le barreau du Burkina Faso dénonce et condamne le blocage de l'appareil judiciaire, la violation massive et indiscriminée des droits des usagers de la justice, dénonce sinon l'immobilisme, du moins l'incapacité de l'État à apporter une solution pertinente et durable à ce grave dysfonctionnement et blocage, invite l'État à la recherche urgente de solutions propres à assurer la reprise immédiate de toutes les activités juridictionnelles et ce, dans un fonctionnement bon et régulier de tous les services y rattachés. Présents à cette marche, les anciens bâtonniers du Burkina ont également adressé une note au ministre en charge de la justice et des droits humains. Ils ont tenu par la voix de Maître Antoinette Sawadogo à signifier que l'institution n'a jamais connu un tel dysfonctionnement, une situation qui pour elle représente une menace pour le pays. Nous manquerions gravement à notre devoir individuel et collectif s'il venait à nous manquer le courage de vous dire, au besoin, vous le répétez, que le dysfonctionnement du service public de la justice est la plus grande menace qui pèse sur notre pays. La paix, frénétiquement recherchée par tous les Burkinabés, sera un vain mot tant que la justice protectrice, réparatrice, consolatrice et quelquefois punitive s'éloignera de notre quotidien. Car la paix de l'esprit et du cœur passe par la justice et inversement, l'injustice crée la souffrance et mène à la violence. Le directeur de cabinet du ministère en charge de la justice, Issa Fayama, représentant les 2 ministres, a rassuré les manifestants que leurs messages seront transmis. La suite du mouvement sera donnée après une assemblée générale de l'ensemble des avocats qui s'est tenue après la marche. À l'initiative du Centre national de presse Norbert Zongo et la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, 3 panélistes étaient appelés à se prononcer sur la surpopulation des enseignants dans les écoles de la ville de Ouagadougou. Parmi eux, le professeur Albert Ouedraogo, pour qui cette surpopulation est une évidence, tout en justifiant cette situation par les opportunités que présente la ville. L'enseignant d'université soutient que les enseignants vivent des conditions de travail déplorables. Les villes présentent, quoi qu'on dise, de nombreuses commodités et de nombreux conforts. Résultat, les campagnes se montrent très répulsives par rapport aux capacités des individus de s'épanouir. Le premier obstacle auquel on fait face, c'est d'abord même l'accès à la zone où vous devrez exercer. Quand vous quittez le goudron, rapidement vous tombez dans les pistes. En saison de pluie, il y en a qui sont complètement coupés du reste du monde. Les logements, quelquefois ils cohabitent avec les serpents, les scorpions et les geckos. Estimant que l'actualité montre qu'être enseignant est un métier à risque, Albert Ouedraogo plaide pour l'instauration d'une indemnité de risque pour tous les enseignants. Pour sa part, le représentant de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, William Zongo, impute la responsabilité de la surpopulation des enseignants dans les écoles de Ouagadougou à l'autorité. Un enseignant ne s'affecte pas, c'est l'administration qui affecte un enseignant. Parce que lorsqu'on affecte un enseignant, c'est pour nous combler un besoin.
L'enseignant a demandé à rentrer au Ouagadougou pour servir. L'autorité dit qu'il y a une place pour toi. Il vient, il n'y a pas de place. Est-ce la faute de l'enseignant? L'enseignant n'est pas en faute. L'autorité devrait prévoir les postes nécessaires en lien avec son emploi pour qu'il vienne servir. Donc c'est l'autorité elle-même qui est responsable de cette surpopulation. William Zongo a aussi déploré le fait que l'enseignant risque sa vie pour la nation et il n'y a aucune compensation en retour. Dans tous les cas, il appelle à œuvrer pour une éducation de qualité au Burkina pour le bonheur de tous les enfants. Pour ce faire, le troisième panéliste en la personne du secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Bassoloma Bazié, entend que l'on se demande d'abord si le système éducatif en vigueur est le nôtre. Pour lui, il faut au préalable une alternative à l'ensemble du système. Si nous voulons un système éducatif efficace, il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple s'unifie, il faut que le peuple s'organise et faire en sorte que le système qui nous maintient dans ce larbinisme, dans ce noir, dans l'obscurantisme-là, on puisse le renverser. C'est à ce prix qu'un système à fichage humain verra le jour et permettra d'aboutir à un système éducatif favorable au développement et à la libération du pays, a conclu Bassoloma Bazié. Ce 2 mai 2019 est rentrée en vigueur l'une des mesures prises par la coordination des syndicats de l'éducation en vue de la non-finalisation de l'année scolaire en cours, à savoir la tenue des sit-ins dans les établissements et services de 7h30 à 11h et ce, tous les jours ouvrables durant tout le mois de mai. À ce premier jour de sit-in, le mot d'ordre semble bien respecté dans les établissements à l'image du lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana où nous sommes allés faire le constat. Panka Magloire y enseigne. Ici, les enseignants sont véritablement mobilisés. Dès 7 heures, nous sommes arrivés. Nous avons donc constaté qu'effectivement, les enseignants étaient regroupés pour observer le sitting. Nous n'avons eu aucun enseignant qui allait en classe, donc parce que le mot d'ordre c'est sitting à partir de 7 heures jusqu'à 11 heures. Nous sommes là-dessus ainsi. Les enseignants sont venus, non pas pour faire cours, mais pour observer le mot d'ordre donc lancé par la coordination nationale. L'autre constat, c'est la non-tenue des épreuves sportives des examens du CAP et du BEP prévus débuter ce 2 mai sur toute l'étendue du territoire, les syndicats ayant appelé leurs militants à les boycotter. Ces épreuves ont finalement été reportées au lundi 6 mai prochain. De leur côté, les scolaires, eux, sont bien conscients des conséquences du mouvement en cours. Esaïe Kiandrebego est élève au lycée technique national. Suspendre des cours de 7h jusqu'à 11h, j'ai déjà pénalisé pas mal d'élèves. Ça va vraiment pas les permettre de pouvoir situer les niveaux. Peut-être qu'ils vont passer dans une année supérieure, mais avec un niveau très bas et très faible, ce qui n'est déjà pas bien. Surtout que déjà on parle d'année blanche. Ça démotive au niveau des boss déjà. Parce que tout le temps on te dit dans les oreilles que non, il y aura une année blanche, il y aura une année blanche. Tu te poses des questions. L'effort que tu as fourni là, est-ce la peine de poursuivre dans tes boss si ça sera une année complètement blanche? Donc il y a déjà ça qui est dans les têtes de tout un chacun de nous. C'est pourquoi ils plaident pour qu'une année blanche leur soit épargnée. L'attente principale, c'est de permettre à ce que l'année puisse terminer en beauté, que nous puissions terminer nos devoirs. Si possible aussi, essayer d'avancer un peu les examens pour permettre à ceux qui sont encore des examens de pouvoir reprendre leurs esprits et de pouvoir vraiment se donner à fond encore pour pouvoir composer au niveau des examens. Si en tout cas on nous permet de terminer bien, ça va beaucoup nous plaire parce qu'on n'est pas prêt pour reprendre encore une autre année, la même année 2 fois. On grandit en âge, ça fait 1. Le 2 encore, c'est une perte financière. L'essence qu'on a produit durant toute l'année scolaire, l'énergie qu'on a produit, intellectuelle comme physique. Ces cris de cœur des élèves seront-ils entendus? Pour sûr, les négociations gouvernement et syndicats de l'éducation ont aussi repris ce 2 mai 2019. Ils étaient nombreux les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation à prendre d'assaut le siège du programme de formation des spécialistes Proforce pour interpeller les responsables à mettre tout en œuvre pour payer les arriérés de bourse au plus tard le 5 mai prochain. Aboubakar Sanon, responsable du comité de suivi des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Les responsables, que ce soit au niveau du Proforce, que ce soit du ministère, ont nié l'existence des arriérés de bourse. Ce n'est que récemment qu'ils ont reconnu effectivement qu'il y a des arriérés de bourse et à cet effet, nous avons fait le point des arriérés de bourse, ce qu'ils pensent comme des arriérés de bourse, et nous avons amendé cela et leur envoyé. Donc actuellement, ils ont l'état des arriérés de bourse. Et donc, ça a eux vraiment de s'exécuter pour pouvoir les payer.
Et pour résorber la situation, lui et ses camarades proposent de revoir le mode de paiement des bourses. Nous demandons à ce que le projet revienne à l'ancien mode de paiement qui était le paiement semestriel. Actuellement, le Proforce est allé pour le paiement mensuel. Alors, nous demandons à ce qu'on revienne sur le paiement semestriel, qui est le mode qui est préconisé dans les manuels de procédure du Proforce et qui est reconnu comme étant le mode qui arrange vraiment les boursiers. Le responsable du comité de suivi des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes a également appelé le coordonnateur du Proforce à revoir les conditions de prolongement des bourses. Il s'agit d'une note qui a été prise le 8 avril 2019 qui durcit un peu les conditions de prolongation de la bourse. Nous demandons l'annulation de cette note-là. Si, à l'issue de ces sit-ins, rien n'est fait, le comité entend mener des actions plus fortes dans les jours à venir, prévient Aboubacar Sanon. Les travailleurs du monde commémorent ce 1er mai la 133e fête internationale du travail ou la fête des 8 heures de travail. La journée de 8 heures est une revendication historique de la première internationale fondée par Karl Marx. En septembre 1886, lors de son premier congrès à Genève, l'Association internationale des travailleurs est saisie à l'instigation de Karl Marx d'un projet de résolution pour les 8 heures de travail. Le 1er mai 1886 à Chicago, les ouvriers déclenchent une grève pour réclamer la limitation de leur journée de travail. Si une partie d'entre eux obtiennent satisfaction, d'autres doivent continuer leurs actions collectives pour forcer la main de leur employeur. Le surlendemain, une autre manifestation est réprimée par la police. 3 grévistes trouvent la mort. Le 4 mai, une marche de protestation est organisée au cours de laquelle une bombe explose. Plusieurs policiers sont tués. Après l'arrestation de plusieurs suspects, 3 syndicalistes anarchistes sont condamnés à la prison à perpétuité et 5 autres sont pendus. Selon Maman Jones, un témoin des événements dans son ouvrage autobiographique publié aux éditions ouvrières et cité dans le manuel de formation syndicale de la CGTB, je cite, « Le 1er mai qui devait ouvrir la campagne pour la journée de 8 heures arriva. La presse contribua à semer la panique dans toute la population. Par toute la ville de Chicago commencèrent des grèves et des marches démonstratives. Des centaines de personnes furent arrêtées. Les meneurs du mouvement pour la journée de 8 heures furent pendus le 11 novembre 1886. » Fin de citation. Le 1er mai est donc une journée de lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de souvenir des pionniers de la lutte pour la journée de 8 heures de travail, d'espoir et de solidarité entre travailleurs. De par le monde, cette journée est commémorée de diverses manières. Au Burkina, depuis quelques années, le 1er mai est commémoré par l'unité d'action syndicale qui regroupe la quasi-totalité des organisations syndicales et surtout les plus représentatives, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. La rétrospective de la semaine. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP s'est dit surprise de la non-tenue jusqu'à ce jour du dialogue politique souhaité par le président du Faso. Réagissant aux différents préalables émis par l'opposition sur le dit dialogue, l'APMP trouve en cela un manque de volonté de l'opposition à vouloir participer au dit dialogue. Clément Sawadogo est le coordonnateur de l'APMP. Le président du Faso en a ouvert le champ et d'ailleurs nous-mêmes majorité lui avons fait connaître nos suggestions par écrit. Par contre, ce jeu de préalable du CEFOC nous laisse interrogatifs sur sa réelle volonté de participer à la discussion, si celle-ci ne devrait pas lui servir d'occasion à une agitation politicienne. Revenant également sur le mouvement d'humeur des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement Minefid, la PMP déclare que le gouvernement a été contraint d'engager des négociations avec les syndicats du Minefid, des négociations qu'elle juge satisfaisantes. La PMP note avec satisfaction que les mesures prises s'inscrivent dans la légalité en respectant les dispositions de la loi de finances 2019, notamment en ses articles 92, 93 et 94. La PMP constate également que même si des avantages ont été concédés, leur incidence globale reste maîtrisée, en faisant passer des plus de 55 milliards du précédent fonds commun à un peu moins de 20 milliards de francs CFA. Les animateurs du point de presse n'ont pas manqué également de revenir sur les révélations de Africa Intelligence faisant cas des négociations entreprises par le chef de l'État avec des djihadistes. Selon eux, il n'est écrit nulle part dans le journal de négociations avec les djihadistes, mais plutôt d'échanges avec de possibles intermédiaires.
Le Fonds minier de développement local connaît un niveau d'opérationnalisation très avancé et son alimentation est effective pour l'année 2018, à en croire Oumarou Idani, ministre des Mines et des Carrières. À la date du 28 mars 2019, les sociétés minières ont procédé au paiement effectif de 1,819 956 francs CFA. Quant à l'État, il a donné une contribution de 2 milliards de francs CFA. À propos de la récente sortie du réseau des maires des communes minières du Burkina Faso qui exige l'effectivité du dit fonds, le ministre s'est dit étonné. L'association des maires des communes minières a donné une conférence de presse. Nous avons été surpris parce que l'association des municipalités du Burkina est membre de la commission d'adoption des communes minières. Naturellement, nous avons pris langue avec l'association. Je suis gêné de donner leur réponse. En gros, quand je résume, c'est que, en tout cas, eux, en tant que maires, ils ont chaud avec les populations. Donc, il fallait qu'ils fassent une réaction, que les populations sentent qu'ils sont dans la lutte. Et pourtant, les maires des communes minières ont affirmé que depuis l'ouverture des premières mines industrielles, la pauvreté et la souffrance de leur population se sont accentuées. Mais dans tous les cas, note le ministre Idani, personne ne peut, ni politiquement, ni socialement, ni au plan éthique, remettre en cause le fonds minier de développement local qui, pour lui, garantit les intérêts des communautés qui sont généralement affectées par la mise en œuvre des projets miniers. L'indépendance financière et opérationnelle du Ashkroun reste selon les animateurs de cette conférence de presse un défi majeur. Mais cela n'a pas empêché l'institution d'engranger de nombreux acquis. Léandre Bassolé, président du Ashkroun. Certains dossiers connaissent une étude avancée. Il s'agit entre autres des dossiers du syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, de l'Association nationale des travailleurs déflatés, issus des privatisations liées au plan d'ajustement structurel, des décisions de justice, du foncier, des députés de la législature 2012-2016 qui n'est pas arrivé à son terme, de destruction de biens, du dossier des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Certains dossiers individuels ont trouvé leur aboutissement. C'est le cas des 156 dossiers des femmes de l'Egmalogo à Bobo-Dioulasso. Pour une efficacité du processus de réconciliation nationale, le Ashkroun se dit favorable à la justice transitionnelle, ce qui ne signifie pas que l'institution rejette la justice classique. Les dossiers qui sont en justice ou en cours de jugement, le Ashkroun, quand bien même il y a des dossiers chez nous, nous ne les traitons pas. Pour la simple raison qu'il faut que nous comprenions que la justice transitionnelle et la justice classique ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la justice transitionnelle peut se comprendre aussi comme un prolongement de la justice classique. Nous ne remettons pas, par exemple, en question la chose jugée. Nous prenons des cas, nous les acceptons, nous les traitons dans le cadre de l'esprit de la réconciliation. C'est ce que la justice transitionnelle nous offre, c'est qu'elle ne nous fait pas l'économie de la manifestation de la vérité. La structure en charge de la réconciliation nationale a saisi cette occasion pour annoncer qu'elle animera une émission intitulée « Sur le chemin de la réconciliation nationale ».